Novembre 1942. Le thermomètre affiche -20 degrés dans les steppes à l'ouest de la Volga. Friedrich Paulus tente depuis 3 mois d'effacer de la carte une ville qui porte le nom de son ennemi le plus féroce. 250 000 personnes sont piégées dans une poche de terre et de décombres. Et à Berlin, Adolf Hitler vient d'annoncer publiquement que la 6e armée a déjà pris Stalingrad. C'était un mensonge. Mais cela aurait pu ne pas en être un. Cette différence, le gouffre entre ce qui s'est produit et ce qui a failli se produire, est la question qui soutient ce scénario. Il ne s'agit pas d'une spéculation vide. Les marges dans lesquelles le destin de Stalingrad s'est joué ont été à plusieurs reprises terriblement étroites. Les Soviétiques ont gagné à quelques semaines près, à quelques tonnes d'acier près, à cause d'erreurs accumulées dans le quartier général du Führer. Modifier n'importe laquelle de ces variables entraîne des conséquences en chaîne que les historiens étudient depuis 80 ans. Nous allons suivre cette chaîne jusqu'au bout. Le moment où tout aurait pu basculer, septembre et octobre 1942. Le 14 septembre 1942, les divisions d'infanterie de la 6e armée allemande franchirent la colline de Mamaïev-Kourgan et atteignirent une distance de 800 mètres du fleuve Volga. 800 mètres, la largeur d'un quartier de taille moyenne. À cet instant précis, le destin de l'URSS ne tenait plus qu'à un fil aussi épais qu'une corde de bottes militaire. Le général Vassili Ivanovitch Tchouikov, commandant de la 62e armée soviétique, reçut la nouvelle dans son poste de commandement situé sur la rive occidentale du fleuve. Il disposait au total de 54 bataillons de fusiliers, mais à ce moment précis, la plupart étaient tellement réduits qu'il ne comptait même pas 100 combattants. La 29e division motorisée allemande et le 14e corps blindé avaient réussi à se frayer un passage au nord de la ville. Les divisions d'infanterie des 8e et 11e corps d'armée allemands avançaient par le centre. Les tirs d'artillerie s'abattaient à raison de plusieurs milliers d'obus par jour sur les 4 km² que les Soviétiques contrôlaient encore dans le secteur sud. Tchouikov appliqua alors une tactique qui allait porter son nom dans les manuels de combat urbain pendant des décennies: l'étreinte des grenades. Ces hommes se collaient littéralement aux soldats allemands afin de neutraliser l'avantage de la Luftwaffe, qui ne pouvait pas bombarder des positions où les adversaires étaient étroitement mêlés. Les groupes d'assaut soviétiques opéraient en cellules de 3 à 5 hommes, équipés de pistolets mitrailleurs PPSH-40 et 1 et de grenades à main, combattant pièce par pièce, palier par palier, sous-sol par sous-sol. Le bruit était physique, palpable, le métal contre le béton, les explosions dans des espaces clos qui faisaient éclater les tympans. L'odeur de la poudre mélangée à celle des corps restait plusieurs jours sans que personne puisse les évacuer. Mais cette tactique avait une limite mathématique. La 6e armée de Friedrich Paulus disposait encore de plus de 300 000 hommes et bénéficiait du soutien de la 4e flotte aérienne du général Wolfram von Richthofen, qui fournissait entre 500 et 600 appareils opérationnels à la mi-septembre. Chaque semaine qui passait, la 62e armée recevait des renforts qui traversaient la Volga sur des barges sous le feu constant de l'artillerie et des bombardiers Junkers Ju-88. Chaque semaine, ces renforts fondaient dans le creuset, comme Tchouikov lui-même le décrivit dans ses mémoires. 9 divisions de fusiliers et 5 brigades indépendantes traversèrent la Volga entre le 14 septembre et le 26 octobre. Au 1er novembre, Tchouikov disposait approximativement du même nombre d'hommes opérationnels que 2 mois auparavant, environ 50 000. Tout ce qu'il avait reçu comme renfort s'était évaporé dans les combats. C'est là que se trouve la première fissure de l'histoire. Paulus mit 3 mois à prendre 90% de la ville, mais les 10% restants, une bande de terrain d'environ 1000 mètres de largeur et de 3 km de longueur dans le district industriel du Nord, restaient aux mains des Soviétiques. Et c'est précisément cette résistance qui donna à Zhukov et Vassilevski le temps de préparer l'opération Uranus. La question est la suivante. Que se serait-il passé si Paulus avait pris ses 10% restants avant le 19 novembre 1942 ? Les conditions d'une victoire allemande, ce qui aurait dû se produire. Pour que l'Allemagne remporte la bataille de Stalingrad, elle devait remplir au moins l'une de 3 conditions possibles.
Elle pouvait conquérir la totalité de la ville avant que la Stavka ne lance sa contre-offensive. Elle pouvait détruire les forces de réserve de la Stavka avant qu'elles ne soient concentrées. Ou elle pouvait défendre les flancs qui protégeaient la 6e armée avec des forces suffisantes pour résister à une attaque massive. Aucune de ces 3 conditions ne fut remplie, mais chacune d'elles est plausible si l'on modifie des facteurs qui se sont effectivement produits historiquement. Prenons la première condition, la prise totale de la ville. L'historien militaire David Glantz, dans son ouvrage Endgame at Stalingrad, publié par la University Press of Kansas en 2014, décrit avec une précision d'horloger comment la 6e armée fut sur le point d'y parvenir en octobre 1942 lors de ce que l'on appelle les attaques d'octobre. Entre le 14 et le 26 de ce mois, les divisions d'infanterie allemandes lancèrent l'assaut le plus intense de toute la bataille, avec le soutien de pionniers spécialisés dans le combat urbain. La 14e Panzerdivision, la 94e division d'infanterie et la 305e division d'infanterie avancèrent depuis le nord vers les usines de tracteurs, d'artillerie et d'acier. Le terrain qui séparait alors les forces de Paulus de la rive de la Volga ne mesurait à cet endroit que 400 mètres environ. 400 mètres. Glantz estime, sur la base des journaux de combat récemment redécouverts de la 6e armée et des documents d'archives soviétiques, que la 62e armée disposait alors de divisions tellement réduites qu'elles n'atteignaient parfois même plus l'effectif d'un bataillon en termes de forces combattantes. La 13e division de la garde du général Alexandre Rodimtsev, qui avait traversé la Volga sous le feu ennemi dans la nuit du 14 septembre et sauvé temporairement la ville, comptait à la mi-octobre moins de 500 hommes capables de tirer avec une arme. Ce qui sauva Tchouikov en octobre ne fut pas le génie tactique, ce fut le temps. La Stavka avait besoin de 3 semaines supplémentaires pour concentrer les forces destinées à l'opération Uranus. Et ce furent précisément ces 3 semaines que Tchouikov acheta grâce à sa résistance. 3 semaines de résistance en moins. C'était tout ce qui séparait l'Allemagne de la victoire à Stalingrad. Comment Paulus aurait-il pu gagner ces 3 semaines? Les historiens militaires ont indiqué plusieurs possibilités concrètes. Premièrement, une concentration plus importante des forces dans le secteur nord de la ville, au lieu de les disperser sur l'ensemble du front urbain. Deuxièmement, l'emploi d'un plus grand nombre d'unités de pionniers d'assaut, dont l'armée allemande souffrait d'une pénurie chronique, mais qui étaient disponibles dans d'autres secteurs du groupe d'armée B. Troisièmement, une réduction du temps perdu dans les disputes entre Paulus et ses supérieurs concernant la poursuite de l'avance ou la consolidation des positions, disputes qui coûtèrent des journées entières d'opération. Le général Zeitzler, qui avait remplacé Halder au poste de chef de l'état-major général le 24 septembre 1942, formula précisément cet argument en octobre. La 6e armée ne recevait pas les approvisionnements dont elle avait besoin. En moyenne, seule la moitié des trains de matériel nécessaires chaque jour arrivaient réellement. En novembre, les chevaux qui tiraient l'artillerie des divisions d'infanterie étaient tellement affaiblis par la sous-alimentation que beaucoup ne survivaient pas au transfert vers les centres de récupération hivernale. Les hommes recevaient des rations réduites et ne disposaient pas de réserves suffisantes de vêtements d'hiver adaptés. Si ces 3 semaines cruciales avaient été raccourcies, si l'Allemagne avait capturé Stalingrad avant le 1er novembre 1942, l'opération Uranus n'aurait pas pu être lancée comme elle le fut historiquement. Le succès de la contre-offensive soviétique dépendait en partie du fait que la 6e armée soit encore bloquée dans la ville, immobilisée, avec ses flancs protégés par les alliés roumains, italiens et hongrois, qui constituait le point faible que Zhukov et Vassilevski voulaient exploiter. Une ville conquise aurait changé toute l'équation. Le plan qui devait fonctionner avant, la genèse de l'opération Uranus. Le 12 septembre 1942, le maréchal Georgi Konstantinovitch Zhukov et le général Alexandre Mikhailovitch Vassilevski rencontrèrent Staline au Kremlin. Ils avaient étudié les cartes pendant des semaines. La solution qu'ils proposaient n'était pas une contre-attaque frontale, c'était quelque chose de différent. Une opération de double encerclement qui couperait les lignes de ravitaillement de la 6e armée allemande en exploitant la faiblesse de ses flancs. Il existe ici une divergence historique qui mérite d'être soulignée. Zhukov affirma dans ses mémoires, publiés en 1969, que c'était lui qui avait proposé l'idée centrale de l'opération Uranus le 12 septembre.
Le général Andrei Eremenko, commandant du front de Stalingrad, affirma dans ses propres mémoires de 1961 que c'était lui qui avait envoyé le premier à la Stavka, les 6 et 9 octobre, la proposition d'un vaste encerclement. Glantz, en examinant le journal personnel des rendez-vous de Staline, démontre que Zhukov n'eut aucune rencontre enregistrée avec le dictateur entre le 31 août et le 26 septembre, ce qui rend la chronologie de Zhukov peu vraisemblable. Les réunions décisives eurent lieu entre le 27 et le 29 septembre. Ce détail est important parce qu'il révèle quelque chose de fondamental. L'opération Uranus ne fut pas un plan brillant apparu à la suite d'un moment de génie au Kremlin. Elle fut le résultat de semaines de débats, des échecs des attaques de l'ancienne solution, les encerclements superficiels que l'armée rouge avait tentés à plusieurs reprises depuis juillet, et de la proposition obstinée d'Eremenko de rechercher une solution différente. Une solution qui couperait les Allemands non pas à 10 km de Stalingrad, mais à 80 ou 150 km, en frappant les flancs occupés par les Roumains et les Italiens. L'armée roumaine sur le Don était la clé. La 3e armée roumaine, déployée sur le flanc nord de la 6e armée depuis la ville de Kletskaya jusqu'à Serafimovic, couvrait plus de 300 km avec des divisions dépourvues d'armes anti-chars modernes, d'un soutien aérien adéquat et de réserves mobiles. Une division roumaine ne disposait que d'une seule batterie de canons anti-chars obsolètes de 37 mm, alors que l'armée rouge prévoyait d'envoyer des centaines de chars T-34 à cet endroit. Le 22 octobre 1942, la Stavka ordonna la formation du nouveau front du Sud-Ouest, placé sous le commandement du colonel-général Nikolai Fyodorovitch Vatutin, âgé de 40 ans, avec la 5e armée de chars du général Prokofy Romanenko comme fer de lance principal. Le 1er novembre, plus d'1 million de soldats soviétiques, répartis entre le front du Sud-Ouest, le front du Don de Rokossovski et le front de Stalingrad d'Eremenko, étaient concentrés autour du périmètre extérieur de la bataille, attendant le signal de l'attaque. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin, sous un brouillard glacial qui empêchait les vols de la Luftwaffe, plus de 3500 canons et obusiers soviétiques ouvrirent simultanément le feu sur les positions roumaines au nord de la poche de Stalingrad. La préparation d'artillerie dura 80 minutes. Ce fut le plus grand fracas sonore que l'Europe ait entendu depuis la Première Guerre mondiale. 72 heures plus tard, le 23 novembre, les chars soviétiques se rejoignirent à Sovetski, à 70 km à l'ouest de Stalingrad. La 6e armée était encerclée, mais cela se produisit parce que Stalingrad n'était pas encore tombé. Imaginons maintenant que cela ait été le cas. Un novembre différent, la ville prise. Si la 6e armée allemande avait entièrement capturé Stalingrad avant le 1er novembre 1942, la Stavka aurait dû faire face à une situation radicalement différente. La ville elle-même n'aurait plus servi d'ancrage à la défense soviétique. Sans la 62e armée de Tchouikov occupant le cœur urbain et absorbant la majeure partie des forces de Paulus, la 6e armée aurait disposé d'une plus grande liberté de mouvement pour se réorganiser et peut-être pour renforcer ses flancs. Mais cela ne se serait pas produit automatiquement. Les historiens soulignent que la prise d'une ville en ruine n'aurait pas immédiatement permis de disposer de forces supplémentaires pour défendre le périmètre extérieur. Voici le paradoxe central de l'histoire alternative. La 6e armée allemande aurait été épuisée, même si elle avait remporté la victoire. Les statistiques de Glantz sont implacables. À la mi-novembre 1942, les 16 divisions de la 6e armée accusaient un déficit cumulé de 107 982 hommes, soit une moyenne de 6 748 hommes par division. La 24e division blindée, qui avait mené l'avancée vers Stalingrad, avait commencé la bataille avec 11 000 hommes. Entre le 28 juin et le 31 octobre, elle subit 5 870 pertes comprenant des morts, des blessés graves et des disparus. Ses 2 régiments de panzergrenadiers, son bataillon de motocyclistes et son bataillon du génie de combat ne comptaient plus en octobre que 41 officiers et 960 soldats. Une division blindée réduite à seulement 1000 combattants.
Même si Stalingrad était tombé le 1er novembre, la 6e armée aurait eu besoin de plusieurs semaines pour se regrouper, redistribuer ses unités, reconstituer ses stocks de munitions et de carburant, et, en théorie, renforcer ses flancs. Le 19 novembre, date de l'attaque soviétique, seulement 3 semaines se seraient écoulées depuis la chute hypothétique de la ville. La Stavka, avec son plan déjà en marche et plus d'1 million d'hommes concentrés, n'aurait pas attendu ces 3 semaines. L'opération Uranus aurait eu lieu de toute façon. La question est de savoir si elle aurait produit le même résultat. La différence essentielle aurait été la position allemande sur les flancs. Avec une 6e armée partiellement réorganisée et la ville déjà conquise, Paulus aurait eu la possibilité, peut-être même l'obligation tactique, de reculer son périmètre vers l'ouest, de raccourcir la ligne de front et de laisser la 3e armée roumaine couvrir un terrain moins étendu. Mais cela dépendait de 2 variables qui, historiquement, ne se sont jamais réalisées. Que Hitler donne l'ordre de battre en retraite et que les approvisionnements arrivent à temps pour soutenir un mouvement de cette nature. Dans l'histoire réelle, Hitler n'a jamais donné cet ordre. Il ne l'a pas donné lorsqu'il était encore possible de le faire et il ne l'a pas donné lorsqu'il était devenu nécessaire. Hitler est la logique de la défaite. Friedrich Paulus était un homme brillant pris au piège de sa propre loyauté. Il avait consacré sa vie à l'état-major allemand, avait gravi les échelons grâce à ses propres mérites jusqu'au grade de général der Panzertruppe et avait été choisi par Hitler pour commander la 6e armée en janvier 1942, précisément parce qu'il était un officier de confiance et un planificateur méticuleux. Mais à Stalingrad, ses qualités devinrent la cause de sa perte. La relation entre Paulus et Hitler à l'automne 1942 illustre l'un des échecs les plus révélateurs du commandement allemand pendant la guerre. Paulus était parfaitement conscient de la vulnérabilité de ses flancs. À plusieurs reprises, il fit part à ses supérieurs de son inquiétude concernant la situation des unités roumaines et italiennes qui couvraient les 600 km de front au nord et au sud de son armée. Le colonel général Maximilian von Weichs, commandant du groupe d'armée B, le supérieur direct de Paulus, partageait ses préoccupations et les transmit à plusieurs reprises à Hitler. Seitzler lui-même, le nouveau chef de l'état-major général, eut une réunion privée avec Hitler à la mi-octobre, au cours de laquelle il lui exposa ce qu'il considérait comme les 2 points les plus critiques de la situation sur le front oriental. Le second était le suivant. Le secteur le plus dangereux était la longue bande du flanc nord de la 6e armée, défendue par les troupes les plus faibles et les moins fiables dont il disposait, les Roumains, les Italiens et les Hongrois. Hitler l'écouta, puis il congédia cordialement le général et lui assura qu'il était trop pessimiste. Le 7 novembre 1942, Hitler se rendit à Munich pour prononcer son discours annuel commémorant le putsch de 1923. Devant les camarades du parti, il déclara publiquement que la 6e armée avait déjà pris Stalingrad. C'était une affirmation fausse, prononcée devant des dizaines de milliers de personnes que ses subordonnés répétèrent docilement comme si elle avait redonné de la vigueur aux troupes épuisées du front. Hitler resta en Allemagne jusqu'au 23 novembre, alors que les chars soviétiques refermaient l'encerclement autour de 250 000 soldats allemands. Le Führer se trouvait à Berchtesgaden. Mais que se serait-il passé si Stalingrad était tombé entièrement avant le discours de Munich? Cela aurait-il changé la conduite de Hitler? La réponse qui ressort de l'étude historique est déconcertante, probablement pas de manière suffisante. Hitler avait une croyance inébranlable selon laquelle il fallait conserver ce qui avait été conquis. La même logique qui l'amena à insister pour que la 6e armée ne recule pas d'1 seul mètre à Stalingrad aurait également prévalu dans une Stalingrad conquise. Le butin devait être conservé, et le conserver aurait exigé de défendre le périmètre actuel et non de le raccourcir. Plusieurs documents allemands d'octobre 1942, cités par Glantz à partir des journaux de marche de la 6e armée, révèlent que Hitler ordonna le 13 septembre la préparation d'avancées limitées afin de sécuriser les flancs une fois Stalingrad tombé, notamment en direction d'Astrakhan, dans le delta de la Volga. Cela signifie que, dans le scénario hypothétique d'une victoire allemande dans la ville, l'ordre suivant aurait été d'avancer encore plus loin vers l'est, en direction de la mer Caspienne, plutôt que de consolider et de renforcer les positions existantes.
Cette logique expansionniste aurait encore davantage étiré une ligne de ravitaillement qui, dès novembre 1942, était déjà presque impossible à maintenir. Le problème des flancs, le piège structurel du groupe d'armée B. Même en imaginant que l'Allemagne ait pris Stalingrad, la menace fondamentale que représentait l'opération Uranus restait de nature structurelle et non conjoncturelle. Le problème n'était pas que les Roumains étaient de mauvais soldats. Le problème était qu'ils étaient déployés sur un front trop long, avec un armement insuffisant pour contenir une attaque blindée moderne. La 3e armée roumaine couvrait plus de 300 km de rive du Don avec des divisions qui, selon les données d'ordre de bataille documentées par Glantz, ne disposaient dans la plupart des cas que d'une seule batterie anti-char de 4 canons de 37 mm par régiment. Le T-34 soviétique résistait sans difficulté à l'impact de ses projectiles sur son blindage frontal. La 4e armée roumaine, au sud de la Poche, se trouvait dans une situation similaire. Et entre les deux, couvrant le flanc nord-ouest, se trouvait la 8e armée italienne, elle aussi dépourvue d'armes anti-chars efficaces et de troupes motorisées capables de créer des réserves d'intervention rapides. Hitler en était conscient. Depuis septembre, il ordonna à plusieurs reprises à la Luftwaffe d'intensifier les attaques d'interdiction contre les ponts du Don et les zones de concentration suspectes sur la rive nord. Il publia l'ordre opérationnel numéro 1 le 14 octobre et un supplément le 23 octobre ordonnant la construction de positions de repli au sud du Don. Mais ces mesures défensives ne furent jamais mises en œuvre de manière adéquate, en partie par manque de temps, en partie par manque de ressources et en partie parce que Hitler lui-même était mal à l'aise avec toute mesure qui aurait pu donner l'impression d'une retraite ou d'une faiblesse. Le maréchal Fritz Erich von Manstein, qui prendrait le commandement du nouveau groupe d'armées dont le 20 novembre 1942, décrivit le problème avec sa clarté brutale caractéristique. On lui demandait de fabriquer des briques sans paille. Avec une poignée de divisions épuisées et mal équipées, il devait contenir la plus grande contre-offensive soviétique de toute la guerre jusqu'alors. Dans le scénario d'une Stalingrad déjà conquise, la situation de Manstein aurait changé sur un point. Il n'y aurait plus eu de 6e armée encerclée à secourir. Mais le flanc serait resté vulnérable. La 3e armée roumaine aurait toujours disposé des mêmes canons de 37 mm. La 5e armée de chars de Vatoutine aurait toujours disposé de ses centaines de T-34. Et la Stavka aurait toujours eu la même intention. Encercler les forces allemandes, leur couper leurs lignes de ravitaillement et les détruire systématiquement. La différence aurait résidé dans le périmètre de l'encerclement. S'il n'y avait pas eu de 6e armée immobilisée à Stalingrad, les Soviétiques n'auraient pas eu le même objectif fixe. Mais ils n'auraient pas non plus eu le même besoin d'avancer aussi loin. Leur objectif aurait été plus limité. Isoler et détruire les forces qui auraient pris la ville, repousser les lignes allemandes vers le Donetsk et reprendre l'initiative stratégique. Et cela, compte tenu de la supériorité des forces dont disposaient les Soviétiques en novembre 1942, ils l'auraient probablement réussi de toute façon. L'armée rouge en novembre 1942, une force transformée. Pour comprendre pourquoi la victoire allemande à Stalingrad n'aurait pas nécessairement sauvé l'Allemagne de la défaite ultérieure, il faut comprendre dans quel état se trouvait l'armée rouge à l'automne 1942, car ce n'était plus la même armée qu'en 1941. La destruction de juin à août 1941 avait été écrasante. Au cours des 6 premiers mois de l'opération Barbarossa, l'armée rouge subit plus de 4,5 millions de pertes parmi les morts, les blessés et les prisonniers. Les formations blindées d'avant-guerre, les soi-disant gigantesques corps mécanisés, furent anéantis en quelques semaines. Le niveau de commandement à l'échelle des armées de campagne et des fronts était primitif, avec des commissaires politiques capables de contredire les ordres tactiques et avec des officiers qui avaient survécu aux purges de Staline de 1937 à 1938 précisément, parce qu'ils étaient restés silencieux, ce qui ne constituait pas exactement une sélection des plus audacieux. Mais la machine soviétique de réarmement et de réorganisation était quelque chose sans précédent dans l'histoire militaire. Les données sont concrètes. Au cours de la seconde moitié de 1942, les usines soviétiques,
transférés à l'est de l'Oural à l'automne 1941, parfois démontés puis remontés en quelques semaines seulement, produisirent 13 436 avions de combat, 13 268 chars et 30 882 pièces d'artillerie. L'Allemagne, durant cette même période, produisit 15 109 avions, 4 759 chars et 7 975 pièces d'artillerie. Dans la catégorie des chars, le rapport était de presque 3 contre 1 en faveur des soviétiques. Il ne s'agissait pas seulement de production, il s'agissait également de doctrine. Le 16 octobre 1942, la Stavka publia l'ordre numéro 325 sur l'emploi des grandes formations blindées. Signé par Staline, mais rédigé par ses experts en armes blindées, cet ordre interdisait explicitement de disperser les corps de chars en petites unités de soutien à l'infanterie. Une pratique qui avait détruit une grande partie du potentiel blindé soviétique en 1942 et ordonnait leur concentration en formations indépendantes destinées à la guerre de manœuvre. Les corps de chars ne devaient affronter les blindés allemands que lorsqu'ils disposaient d'une supériorité numérique claire. Et le 9 octobre 1942, l'ordre numéro 307 du Commissariat du peuple à la défense rétablit l'unité de commandement dans l'armée rouge. Les commissaires politiques furent réduits à des fonctions secondaires. Les commandants professionnels récupérèrent le contrôle total de leurs unités. C'était le signe que Staline, après 18 mois de guerre, commençait à faire confiance à ses généraux. Cette confiance n'était pas indiscriminée, elle était sélective. Les généraux qui avaient démontré leur capacité dans des circonstances difficiles, Djoukov, Vassilevski, Rokossovski, Vatutin, Yeremenko, Tchouikov, progressaient et accumulaient les responsabilités. Ceux qui ne le faisaient pas disparaissaient des postes de commandement. Rokossovski est le cas le plus révélateur. Il avait été arrêté en 1937, torturé pendant la Grande Purge, puis libéré en 1940 avec plusieurs dents arrachées par les interrogateurs du NKVD. Durant l'été 1942, il commandait le front du Don. En novembre, il allait orchestrer la partie secondaire de l'opération Uranus avec une précision qui ferait de lui le principal expert soviétique des opérations offensives pour le reste de la guerre. Mais il y avait quelque chose de plus profond que les généraux et les chars. Il existait un problème structurel que l'armée rouge s'efforçait de résoudre depuis 1941 avec une vitesse d'apprentissage que ses ennemis n'avaient jamais anticipée. Le lieutenant-général Yakov Nikolaïevitch Fedorenko, chef de la direction principale des forces blindées et mécanisées de l'armée rouge, avait construit au cours de l'année 1942 pas moins de 28 nouveaux corps de chars. Ils n'étaient pas les mêmes que les corps mécanisés d'avant-guerre, avec leurs défauts en matière de transmission radio, de maintenance et de coordination interarmes. Il s'agissait de formations reconstruites à partir de l'expérience, avec un effectif standard de 7200 à 7600 hommes et entre 146 et 180 chars par corps, dotés de bataillons d'infanterie motorisés et d'une artillerie organique afin de soutenir l'exploitation sans dépendre de formations lentes, incapables de suivre le rythme des blindés. Lorsque les premiers de ces corps démontrèrent qu'ils ne pouvaient pas soutenir des opérations prolongées sans un appui suffisant de l'infanterie, Fedorenko n'attendit pas que le problème se répète. Il conçut une variante plus lourde. Les corps mécanisés, comprenant 1 ou 2 brigades de chars et 3 brigades mécanisées, chacune disposant de 39 chars moyens et de bataillons d'infanterie motorisés. Selon le tableau d'organisation spécifique utilisé, un corps mécanisé alignait entre 175 et 204 chars. C'était une force capable d'exploiter une percée, de maintenir l'avance et de protéger ses propres flancs. Le 4e corps mécanisé du général Vassili Timofeïevitch Volski, affecté au front de Stalingrad pour l'opération Uranus, était l'une de ces formations. Il comptait 204 chars sur ses tableaux d'effectifs. C'est lui qui avança depuis le sud après la percée soviétique du 20 novembre, parcourut plus de 80 kilomètres en 2 jours et fit sa jonction avec les forces du front du sud-ouest à Sovetski le 23 novembre. 45 kilomètres par jour. Sur un terrain gelé, avec des températures comprises entre 15 et 25 degrés au-dessous de zéro.
avec des lignes de ravitaillement qui s'allongeaient à chaque heure de progression. Avant le début de l'offensive, Volsky avait envoyé un message à Staline pour exprimer ses doutes quant au fait que les chars dont il disposait étaient suffisants pour accomplir la mission. Staline l'appela personnellement et lui demanda s'il avait confiance en ses hommes. Volsky répondit que oui. Alors il attaqua et arriva à Sovetski dans les délais prévus. Mais ce n'était pas seulement la vitesse tactique qui avait changé, c'était la capacité à coordonner les armes. Le 31 octobre 1942, le Commissariat du peuple à la défense réorganisa des dizaines de régiments d'artillerie indépendants en 18 nouvelles divisions d'artillerie, chacune composée de 3 régiments d'obusiers, 3 régiments de canons et 2 ou 3 régiments antichars, pour un total compris entre 144 et 168 pièces d'artillerie par division. Pour la première fois dans l'histoire de l'armée rouge, un commandant de front pouvait concentrer en 24 heures une masse de feu de plusieurs milliers de canons sur un secteur précis du front, sans dépendre du fait que les unités appartenant à différents corps reçoivent et exécutent des ordres de coordination de l'artillerie qui arrivaient généralement trop tard et qui parfois n'arrivaient jamais. La préparation d'artillerie qui ouvrit l'opération Uranus le 19 novembre dura 80 minutes. Pendant ce laps de temps, plus de 3500 canons et obusiers tirèrent sur les positions de la 3e armée roumaine dans un secteur large de 22 km. La densité moyenne dépassait 70 pièces d'artillerie par kilomètre de front. Dans les secteurs où l'attaque principale était concentrée, elle atteignait 100. Les divisions roumaines, qui dans leur meilleur secteur disposaient de 4 canons antichars de 37 mm par régiment, ne résistèrent pas à un tel poids de feu. Celles qui ne furent pas détruites durant les premières minutes de la préparation d'artillerie restèrent désorganisées, sans communication et sans commandement capable de donner des ordres cohérents. Lorsque les chars T-34 arrivèrent avec leurs 76 mm de blindage frontal, les canons de 37 mm encore opérationnels tiraient sur eux et voyaient leurs projectiles ricocher. Les divisions roumaines ne reculèrent pas parce qu'elles étaient lâches. Elles reculèrent parce que l'arme censée arrêter les chars ne pouvait tout simplement pas le faire physiquement. Il existe un autre facteur qui est généralement sous-estimé dans les analyses de l'opération Uranus, le rôle de l'infanterie durant la phase de percée. L'idée populaire veut que la contre-offensive soviétique ait été une victoire des blindés, et elle le fut durant la phase d'exploitation. Mais la brèche qui permit aux chars d'entrer fut ouverte par l'infanterie de fusiliers qui avança sous la protection de la préparation d'artillerie et s'empara des positions défensives roumaines au cours de combats rapprochés durant les premières heures du 19 novembre. La 5e division de cavalerie roumaine, qui défendait l'un des secteurs de l'attaque principale du front du Sud-Ouest, reçut le choc de 4 divisions de fusiliers soviétiques soutenues par de l'artillerie en tir direct et par plusieurs lance-roquettes multiples Katyusha BM-13. En moins de 4 heures, la division avait cessé d'exister en tant qu'unité de combat cohérente. Ses restes se dispersèrent dans la steppe. Le vide qu'elle laissa derrière elle faisait 12 km de large. C'est par là que pénétrèrent les corps de chars. Et une fois que les corps de chars furent entrés, le problème pour les Allemands cessa d'être tactique. Il devint opérationnel. Les réserves qui auraient pu colmater ces brèches mirent des heures à se déplacer, parce que les routes étaient gelées, parce que les camions allemands ne disposaient pas de chaînes, et parce que le carburant se figeait à ces températures. Lorsque les divisions de réserve allemandes arrivèrent au point où elles étaient nécessaires, les chars soviétiques se trouvèrent déjà 30 km plus au sud. Tout cela se serait produit avec ou sans l'encerclement de Stalingrad. Les instruments étaient prêts. Le plan était approuvé. Les trains avaient acheminé les munitions vers les dépôts avancés. L'armée rouge de novembre 1942 n'était plus celle de juin 1941. Cette transformation était réelle, structurelle et irréversible. Et toute évaluation honnête de ce qui se serait passé si l'Allemagne avait remporté la bataille de Stalingrad doit partir de ce fait fondamental. L'ennemi auquel l'Allemagne aurait été confrontée durant l'hiver 1942 à 1943 était déjà radicalement différent de celui qu'elle avait envahi en 1941. Et dans les mois suivants, cette différence n'aurait fait que s'accentuer. La chaîne des conséquences
ce qui aurait changé et ce qui n'aurait pas changé. Supposons, pour les besoins de cette analyse, le scénario le plus favorable possible pour l'Allemagne. Stalingrad tombe à la fin du mois d'octobre ou dans les premiers jours de novembre 1942. La 6e armée de Paulus achève la conquête de la ville. Hitler prononce son discours de Munich en disant la vérité cette fois. Quelles sont les conséquences immédiates? Première conséquence, l'armée rouge lance également l'opération Uranus le 19 novembre, parce que la concentration des forces était déjà en cours et était devenue irréversible à cette date. Les 1 042 000 hommes des 3 fronts soviétiques, les 1 550 chars, les 22 000 canons et les 1 277 avions opérationnels n'attendent pas que l'ennemi ait le temps de mieux se préparer. Deuxième conséquence, l'attaque se produit sur les mêmes flancs vulnérables, contre les mêmes divisions roumaines équipées des mêmes canons anti-chars obsolètes. La 3e armée roumaine s'effondre dans les mêmes 48 heures, avec les mêmes pertes dévastatrices. Les divisions de la 5e armée de chars avancent vers le sud à la même vitesse de 40 à 45 km par jour. Celle du 4e corps mécanisé de Volsky progresse depuis le sud. Mais la 3e conséquence change. Il n'y a pas de 6e armée immobile à Stalingrad à encercler. Paulus, bien qu'épuisé, conserve sa liberté de mouvement. Il peut ordonner une retraite vers l'ouest avant que l'encerclement ne se referme. L'aurait-il fait? Hitler l'aurait-il permis? L'histoire réelle nous donne la réponse. Le 23 novembre 1942, alors que l'encerclement était en train de se refermer et que Paulus pouvait encore tenter une percée, il envoya à Hitler un message radio demandant l'autorisation de retirer la 6e armée vers le sud-ouest. La réponse d'Hitler arriva le même jour. Résister dans la forteresse Stalingrad. Paulus ne disposait pas du Stehenbleiben, la faculté d'agir sans attendre l'ordre du Führer. Il obéit. Dans le scénario alternatif, avec Stalingrad déjà prise mais toujours menacée d'encerclement, la retraite aurait nécessité le même accord d'Hitler, et Hitler, avec son obsession documentée de conserver le terrain conquis, aurait eu exactement la même impulsion de l'interdire. La différence est que, dans ce cas, il n'y aurait pas eu d'argument logistique pour rester sur place. Il ne s'agissait pas de défendre une ville, mais simplement une position dans les steppes du Don. Peut-être qu'ici, il aurait effectivement donné l'ordre de reculer. Peut-être. Si Paulus avait réussi à retirer les forces de la 6e armée vers le Donetsk occidental avant le 25 novembre, il aurait sauvé une armée épuisée, sans réserve de carburant, dont la majorité des chevaux de trait étaient morts de faim, avec un déficit de 100 000 hommes, mais une armée malgré tout. Et cette armée aurait constitué la réserve dont Manstein avait désespérément besoin pour contenir les contre-offensives soviétiques successives de l'hiver. L'hiver 1942 à 1943 dans un monde sans Kessel. Il existe une dimension de la bataille de Stalingrad que la plupart des récits populaires ignorent, parce qu'elle est moins dramatique que les combats dans les sous-sols de la Tractor Factory. Mais elle est peut-être la plus importante de toutes. L'Allemagne a envahi l'Union soviétique en juin 1941 parce qu'elle avait besoin de pétrole. Pas comme un objectif secondaire, mais comme un impératif stratégique fondamental. Hitler l'expliqua à plusieurs reprises avec une brutalité absolue. Dans la directive du Führer numéro 41 du 4 avril 1942, qui fixait les objectifs de l'opération Bleue, le nom original de la campagne d'été de 1942, avant que Stalingrad n'éclipse tout le reste, l'objectif principal n'était pas la ville de la Volga, c'était le Caucase. Plus précisément, les champs pétrolifères de Bakou, dans l'actuel Azerbaïdjan, qui produisait en 1942 plus de 70% du pétrole soviétique. Stalingrad était un objectif secondaire dans cette directive, une ville industrielle et un nœud de communication dont le nom possédait certes une valeur propagandiste, mais dont la prise ne résolvait pas le problème fondamental de l'Allemagne. La Wehrmacht consommait davantage de carburant que le Troisième Reich ne pouvait en produire. Les chiffres sont révélateurs. En 1941, l'Allemagne produisit environ 5,7 millions de tonnes de pétrole en combinant sa production synthétique, issue du procédé d'hydrogénation du charbon que les techniciens d'IG Farben avaient développé dans les années 30,
avec les importations en provenance de Roumanie, qui fournissaient environ 5 millions de tonnes annuelles provenant du gisement de Ploiești. Ce total était insuffisant pour soutenir simultanément une guerre à l'Est, des opérations en Afrique du Nord et l'approvisionnement de la flotte sous-marine dans l'Atlantique. En 1942, la situation s'aggrava parce que les bombardements alliés contre les installations roumaines commencèrent à réduire la production de Ploiești, tandis que les réserves allemandes accumulées avant la campagne d'été avaient été consommées. Le général Georg Thomas, chef du bureau de l'économie de guerre de l'OKW, avait averti dans plusieurs mémorandums au cours de l'année 1941 que l'économie de guerre allemande était structurellement déséquilibrée, une production d'armement en hausse, mais une dépendance critique envers des sources d'énergie extérieures. Sans le pétrole soviétique, l'état-major allemand estimait que le Troisième Reich disposait de réserves stratégiques pour 18 à 24 mois de guerre intensive. Passé ce délai, les opérations blindées à grande échelle seraient impossibles à maintenir. C'était littéralement une horloge. Cette horloge fonctionnait depuis juin 1941, et l'opération bleue de 1942 était la tentative de l'arrêter avant qu'elle n'atteigne zéro. En août 1942, le groupe d'armée A prit le petit gisement pétrolier de Maïkop, dans le nord du Caucase, qui produisait environ 400 000 tonnes annuelles avant la guerre. Une fraction du total soviétique, mais un symbole précieux. Les soviétiques en retraite détruisirent toutes les installations. Les ingénieurs allemands de la société Deutsche Erdöl AG, déployés à l'arrière de l'avancée, découvrirent que la restauration de la production nécessiterait non pas des semaines mais des mois, ainsi que du matériel technique qui ne pouvait pas être acheminé par route dans les conditions logistiques existantes. En novembre 1942, Maïkop produisait 0 tonne de pétrole pour l'Allemagne. Les plus grands champs pétrolifères restaient hors de portée. Grozny, en Tchétchénie, produisait avant la guerre environ 2 millions de tonnes annuelles et se trouvait encore à plus de 200 km des lignes allemandes les plus avancées à l'automne 1942. Bakou, sur la mer Caspienne, avec sa capacité de 23 millions de tonnes annuelles, se trouvait à plus de 600 km. Le maréchal Wilhelm List, commandant du groupe d'armée A, se retrouva immobilisé à des centaines de kilomètres de son objectif, avec une ligne de ravitaillement qui passait par le goulet d'étranglement de Rostov et s'étendait ensuite sur des routes non pavées. Toute la logistique de l'avancée vers le Caucase devait passer par une seule ville, Rostov sur le Don. Et depuis Rostov vers le sud, le terrain montagneux et les routes primitives obligeaient à transférer les approvisionnements des trains vers des camions ou des charrettes. Cela limitait le flux à une fraction de ce qui était nécessaire. En novembre, la 13e division blindée, qui avait avancé de plus de 2000 km depuis son point de départ 16 mois auparavant, fut encerclée dans les faubourgs d'Ordzhonikidze par les forces soviétiques du groupe Nord du front transcaucasien, sous le commandement du général Ivan Ivanovitch Maslenikov. Lorsque la première armée blindée réussit finalement à retirer la division de ce piège, le butin capturé ou détruit qu'elle laissa derrière elle comprenait 40 chars, 7 véhicules blindés de transport de troupes, 70 canons et plus de 2350 véhicules. Le 3e corps blindé, qui comprenait également la 23e division blindée et d'autres unités, perdit dans ces combats environ 5000 morts et blessés. Cela se produisit au même moment où Paulus tentait de prendre les derniers mètres de Stalingrad. 2 branches du même effort, toutes deux arrivant à la limite de leurs possibilités exactement au même moment. Même si Stalingrad était tombé le 1er novembre 1942, le Caucase serait resté soviétique. Et sans le pétrole du Caucase, le problème qui accélérait la défaite allemande serait resté exactement le même. Les divisions blindées seraient tombées à court de carburant, non pas d'un seul coup, pas de manière spectaculaire, mais lentement, inexorablement, comme un moteur qui agonise. Mais l'équation énergétique possédait une autre dimension que les analyses centrées sur le champ de bataille oublient souvent, le pétrole synthétique allemand. Depuis le milieu des années 30, le régime nazi avait investi massivement dans le processus d'hydrogénation du charbon qui permettait de transformer le charbon, dont l'Allemagne possédait d'importantes réserves dans la Ruhr et en Silésie, en carburant d'aviation, en essence pour les blindés et en huile pour moteurs.
En 1943, les usines d'hydrogénation produisirent environ 5,7 millions de tonnes de carburant synthétique, soit l'équivalent de toute la production de Ploiești. Mais cette production exigeait d'énormes quantités de charbon, d'électricité et d'acier, des ressources qui entraient directement en concurrence avec la production de blindés, d'obus et d'avions. Et il existait une autre vulnérabilité critique. Les usines d'hydrogénation étaient des cibles parfaites pour l'aviation stratégique alliée. Immenses, fixes, dotées d'équipements complexes dont la réparation nécessitait des mois. Lorsque les bombardiers alliés commencèrent à les attaquer systématiquement en 1944, la production allemande de carburant synthétique s'effondra en quelques semaines. Durant l'été 1944, certains groupes de Panzer signalaient que leurs chars ne pouvaient plus se déplacer par manque de carburant, et non à cause des destructions subies au combat. Cela se serait produit de la même manière dans un monde où l'Allemagne aurait remporté la bataille de Stalingrad. L'emplacement des usines d'hydrogénation n'aurait pas changé avec la victoire ou la défaite sur la Volga. La dépendance allemande au pétrole extérieur n'aurait pas non plus été résolue par Stalingrad. La Roumanie, principale source extérieure, produisait environ 5 millions de tonnes en 1942, mais cette production diminuait chaque année à mesure que les puits les plus rentables s'épuisaient. La Hongrie fournissait des quantités minimes. L'Autriche possédait de petits gisements dans la région de Vienne. Rien de tout cela ne suffisait à soutenir une guerre menée sur plusieurs théâtres contre trois des plus grandes puissances industrielles du monde. L'historien Richard Overy, dans son analyse de l'économie de guerre du Troisième Reich, souligne que l'Allemagne entra dans la Seconde Guerre mondiale avec des réserves stratégiques de pétrole suffisantes pour 6 mois d'opérations intensives. Elle les compléta en pillant les stocks français en 1940 et en absorbant la production roumaine. Mais en 1942, ces réserves n'avaient pas été reconstituées. La 6e armée à Stalingrad recevait environ la moitié des convois ferroviaires quotidiens dont elle avait besoin. Les chevaux de l'artillerie d'infanterie étaient tellement sous-alimentés que beaucoup mouraient pendant les déplacements. La logistique, et non la tactique, était l'horloge qui jouait contre l'Allemagne. Et il reste une dernière pièce de ce puzzle énergétique qui rend l'histoire alternative encore plus sombre pour les Allemands. Le charbon du Donets. Le bassin du Donets, dans l'est de l'Ukraine, constituait la plus grande réserve de charbon de l'Union soviétique. Il produisait plus de 85 millions de tonnes par an avant la guerre. Lorsque les Allemands l'occupèrent en 1941 et 1942, ils découvrirent que les mines avaient été systématiquement détruites ou inondées par les Soviétiques lors de leur retraite. La restauration de la production progressait lentement avec une main-d'œuvre forcée et une pénurie de matériel technique. Durant l'été 1942, la production du bassin du Donets sous occupation allemande n'atteignait que 4 millions de tonnes environ, soit moins de 5% de sa capacité antérieure. Ce charbon était nécessaire non seulement comme source d'énergie, mais aussi comme matière première pour le processus d'hydrogénation synthétique. Sans charbon en quantité suffisante, sans pétrole du Caucase, sans accès aux réserves de la mer Caspienne, l'économie de guerre allemande continuait à fonctionner sur un fil du rasoir. Une victoire à Stalingrad n'aurait pas déplacé ce fil du rasoir. Elle l'aurait laissé exactement dans la même position. La seule différence possible aurait été le moral politique et la perception de puissance qui aurait pu compliquer la décision des alliés occidentaux de poursuivre la guerre. Mais même cela n'aurait été que temporaire. La réalité économique aurait inévitablement fini par s'imposer. Le problème dont on ne parle jamais, le pétrole et la logique économique de la guerre. Il existe une dimension de la bataille de Stalingrad que la plupart des récits populaires ignorent, parce qu'elle est moins dramatique que les combats dans les sous-sols de l'usine de tracteurs. Mais elle est peut-être la plus importante de toutes. L'Allemagne envahit l'Union soviétique en juin 1941 parce qu'elle avait besoin de pétrole. Pas comme un objectif secondaire, mais comme un impératif stratégique fondamental. Hitler l'expliqua avec une brutalité et une clarté remarquables à plusieurs reprises. Dans la directive du Führer numéro 41,
daté du 4 avril 1942, qui fixait les objectifs de l'opération Bleue, le nom original de la campagne d'été de 1942, avant que Stalingrad ne vienne tout éclipser, l'objectif principal n'était pas la ville de la Volga, c'était le Caucase, plus précisément les champs pétrolifères de Bakou, dans l'actuel Azerbaïdjan, qui produisait en 1942 plus de 70% du pétrole soviétique. Stalingrad était un objectif secondaire dans cette directive. Une ville industrielle et un nœud de communication dont le nom avait certes une valeur propagandiste, mais dont la prise ne résolvait pas le problème fondamental de l'Allemagne. La Wehrmacht consommait davantage de carburant que le Troisième Reich ne pouvait en produire. En août 1942, le groupe d'armée A prit le petit gisement pétrolier de Maïkop, dans le nord du Caucase. Les soviétiques en retraite détruisirent toutes les installations. Les ingénieurs allemands découvrirent qu'il faudrait des mois pour rétablir la production. Pendant ce temps, les champs plus importants, Grozny, en Tchétchénie, et Bakou, sur la mer Caspienne, restaient hors de portée. Le maréchal Wilhelm List, commandant du groupe d'armée A, se retrouva paralysé à des centaines de kilomètres de son objectif, avec une ligne d'approvisionnement qui passait par le goulet d'étranglement de Rostov et s'étendait ensuite sur des routes non pavées. En novembre, la 13e division blindée, qui avait avancé de plus de 2000 km depuis son point de départ 16 mois auparavant, fut encerclée aux abords d'Ordzhonikidze par les forces soviétiques du groupe Nord, du général Ivan Maslenikov. Elle abandonna la majeure partie de son équipement lorsqu'elle parvint à se frayer un passage. Même si Stalingrad était tombé, le Caucase serait resté soviétique. Et sans le pétrole du Caucase, le problème qui accélérait la défaite allemande serait resté exactement le même. Les divisions blindées seraient tombées à court de carburant, les avions sans kérosène, les navires sans huile moteur. Pas brutalement, pas de manière spectaculaire, mais lentement, inexorablement, comme un moteur qui agonise par manque d'huile. La carte en décembre 1943, vers quelle direction la guerre aurait-elle évolué? Si nous acceptons que même avec une victoire allemande à Stalingrad, l'armée rouge aurait lancé sa contre-offensive et repris du terrain pendant l'hiver 1942 à 1943, la question suivante est plus difficile. Le cours de la guerre aurait-il changé à long terme? Pour répondre, il faut examiner le contexte mondial de novembre 1942. Le 8 novembre de cette année-là, en pleine bataille de Stalingrad, les forces anglo-américaines débarquèrent en Afrique du Nord dans le cadre de l'opération Torche. En mai 1943, l'Africa Korps de Rommel et ses alliés italiens s'étaient rendus en Tunisie. 275 000 prisonniers. En juillet 1943, les Alliés débarquèrent en Sicile. Le même mois, l'opération Citadelle, la dernière grande offensive blindée allemande sur le front de l'Est, dans le saillant de Koursk, se termina par un échec. La guerre à l'Ouest avançait indépendamment de ce qui se passait à Stalingrad. Le scénario le plus optimiste pour l'Allemagne dans un monde sans le Kessel de Stalingrad aurait impliqué une 6e armée retirée et partiellement reconstituée. Une ligne défensive plus solide dans le Donbass pour l'hiver 1942 à 1943, peut-être le maintien pendant quelques mois supplémentaires des positions du groupe d'armée A dans le nord du Caucase. Mais à l'été 1943, la production soviétique de chars et d'avions aurait continué à dépasser celle de l'Allemagne dans une proportion de 3 contre 1. Les alliés occidentaux auraient continué leur débarquement en Méditerranée. Les bombardements stratégiques sur les villes industrielles allemandes auraient continué à s'intensifier. La pression venant de l'Est, de l'Ouest et du Sud était simultanée et coordonnée. Manstein, qui est probablement le penseur stratégique allemand le plus brillant de cette période de la guerre, l'exprima clairement dans ses mémoires « Verloren Siege », « Victoire perdue », publié en 1955. Même après les succès tactiques défensifs du printemps 1943, au cours desquels il réussit à reprendre temporairement Kharkov grâce à une brillante contre-attaque, il reconnut que l'Allemagne avait besoin d'une solution politique et non militaire pour gagner la guerre. La différence de ressources était trop importante. Une victoire allemande à Stalingrad aurait acheté du temps, peut-être 1 an, peut-être 2, mais elle n'aurait pas inversé la logique des chiffres.
L'angle global, les États-Unis et l'équation du Lend-Lease. Il existe un facteur que les analyses exclusivement centrées sur le front de l'Est ont tendance à sous-estimer, le rôle des États-Unis. À partir d'octobre 1941, le programme américain de prêt-bail, Lend-Lease, envoyait du matériel à l'Union soviétique par 3 routes, les convois arctiques vers Mourmansk et Arkhangelsk, le soi-disant corridor perse, et une route aérienne allant de l'Alaska à la Sibérie. Le premier protocole de Lend-Lease, signé en octobre 1941, prévoyait l'envoi de 267 bombardiers, 278 chasseurs, 363 chars moyens et 420 chars légers, ainsi que 16 502 camions de transport avant juin 1942. Le deuxième protocole, qui couvrait approximativement la période allant de juin 1942 à juin 1943, ajouta encore 3 816 avions, 1 206 chars et 62 292 armes automatiques. Mais l'élément le plus important de ce deuxième protocole fut le nombre de camions, 93 713 véhicules. Les camions Studebaker US-6 arrivés des États-Unis devinrent la colonne vertébrale de la logistique soviétique durant la seconde moitié de la guerre. Le front de Stalingrad utilisa 27 000 véhicules motorisés pour soutenir la 62e armée de Tchoukov pendant la préparation de l'opération Uranus. Une part importante de ces véhicules provenait du programme Lend-Lease. Sans le Lend-Lease, l'opération Uranus aurait été plus lente et peut-être moins efficace. Avec le Lend-Lease, l'opération Uranus était militairement réalisable, même si Stalingrad était tombé auparavant. Mais il existe une implication géopolitique encore plus profonde. L'état d'esprit des dirigeants occidentaux à l'automne 1942 était fragile. Churchill subissait depuis des mois la pression de l'opinion publique britannique qui exigeait l'ouverture d'un second front afin de soulager la pression exercée sur les soviétiques. Roosevelt faisait face à ses propres pressions internes. Une défaite soviétique à Stalingrad, si elle s'était produite, aurait envoyé un signal dévastateur au monde occidental. Que l'armée rouge était incapable de contenir la Wehrmacht, que l'Union soviétique pouvait être au bord de l'effondrement. Dans ce contexte, les pressions en faveur d'un accord négocié avec l'Allemagne, que certains secteurs conservateurs britanniques envisageaient déjà depuis 1940, seraient revenues avec force. Cela ne signifie pas que Churchill aurait cédé. Mais la pression sur la coalition alliée aurait été immense. La victoire soviétique à Stalingrad ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut un signal politique envoyé au monde entier. Elle démontra que l'Allemagne pouvait être vaincue. Sans ce signal, il aurait été plus difficile de maintenir la cohésion de la coalition alliée. La Turquie, le Japon et les tiers en discordent. Une victoire allemande à Stalingrad aurait activé avec une quasi-certitude mathématique 2 acteurs qui, dans l'histoire réelle, restèrent neutres ou à l'écart du front de l'Est, la Turquie et le Japon. La Turquie maintenait depuis 1940 une politique de neutralité vigilante. Le gouvernement d'Ankara avait signé avec l'Allemagne un traité d'amitié en juin 1941, quelques jours seulement avant l'invasion de l'URSS. La condition implicite était que la Turquie rejoindrait les puissances de l'Axe si l'Allemagne démontrait qu'elle pouvait gagner la guerre. Tout au long de 1941 et 1942, l'armée turque resta mobilisée et équipée en grande partie avec du matériel allemand. Une chute de Stalingrad, qui aurait ouvert la route vers Bakou et la mer Caspienne, aurait placé la Turquie devant une décision concrète, soit entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne pour participer au partage des gains, soit voir les forces allemandes et soviétiques combattre à ses portes. Le gouvernement d'Ismet İnönü, parfaitement conscient que la Turquie ne disposait pas des forces armées nécessaires pour une guerre entre grandes puissances, aurait probablement résisté à la pression. Mais l'accès allemand au Caucase et à la mer Caspienne aurait rendu inévitable une révision de la neutralité turque. Le Japon est un cas plus complexe.
En 1942, le Japon était déjà engagé dans la guerre du Pacifique contre les États-Unis, ainsi qu'en Chine. Mais il maintenait un pacte de neutralité avec l'Union soviétique, le pacte de neutralité soviéto-japonais, signé en avril 1941, que les deux parties respectèrent scrupuleusement. Les Soviétiques purent ainsi transférer des dizaines de divisions de Sibérie vers le front occidental en 1941 et 1942, des divisions qui furent décisives dans la défense de Moscou et dans l'opération Uranus. Si Stalingrad était tombé, la tentation japonaise d'attaquer l'Union soviétique par l'Est aurait considérablement augmenté. Il n'est pas certain que le commandement japonais aurait pris cette décision. L'armée impériale avait ses propres priorités dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. Mais la pression politique aurait été réelle. Et si le Japon avait ouvert un front en Sibérie, l'Union soviétique aurait dû diviser ses forces entre deux théâtres d'opérations simultanés. Cela, oui, aurait pu changer le cours de la guerre. L'intérieur soviétique, ce qu'une défaite aurait signifié pour Staline. Dans l'Union soviétique de 1942, la guerre était un fait total qui imprégnait tout. L'alimentation, le travail, l'éducation, l'information. Les civils qui n'étaient pas au front travaillaient dans les usines d'armement 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Les villes évacuées à l'est de l'Oural avaient reçu des usines démontées, transportées par train, qui étaient parfois remontées directement sur un sol gelé, sans mur ni toit, avec des ouvriers travaillant dans des conditions de température négative. La cohésion interne de cet effort reposait sur un équilibre terrifiant. Staline avait tué ou envoyé au goulag des millions de personnes avant la guerre. En 1941, des millions de soldats soviétiques avaient été capturés par les Allemands, en partie parce que certains préférèrent se rendre plutôt que continuer à se battre pour le régime. Les divisions de barrage du NKVD, stationnées derrière les lignes d'infanterie avec l'ordre de tirer sur ceux qui reculaient sans autorisation, constituaient une réalité quotidienne. Une défaite à Stalingrad aurait porté ces tensions à leur paroxysme. Les peuples non-russes de l'intérieur soviétique, Kazakhs, Ukrainiens, Tatars de Crimée, Cosaques du Don, qui manifestaient déjà en 1942 dans certains secteurs des attitudes de collaboration avec les Allemands, auraient eu des raisons encore plus fortes de déserter ou de résister au régime soviétique. Le mouvement des collaborateurs dirigé par le général Andreï Vlasov, qui fonda l'armée de libération russe avec le soutien allemand, aurait pu gagner davantage de légitimité. Mais Staline disposait également de ressources que l'histoire alternative ne peut ignorer. Son appareil de répression était plus efficace que celui de l'Allemagne nazie pour maintenir l'unité intérieure sous pression. De plus, les Allemands, par leur politique d'occupation dans les territoires soviétiques, massacres, travail forcé, famine systématique, avaient détruit leur propre possibilité d'exploiter le mécontentement intérieur soviétique. Les populations qui avaient initialement accueilli les troupes allemandes comme des libérateurs en Ukraine et dans les États baltes découvrirent rapidement que les nazis n'étaient venus libérer personne. Une défaite à Stalingrad aurait ébranlé le système, mais elle ne l'aurait probablement pas renversé. L'histoire de l'Union soviétique entre 1941 et 1945 est l'histoire d'un État qui survécut à des pertes qui auraient détruit n'importe quel autre système politique connu jusqu'alors. Manchkin est le miracle qui ne peut pas se répéter. Dans le scénario alternatif, Fritz Erich von Manstein est la figure centrale de la réponse allemande à la contre-offensive soviétique de l'hiver 1942 à 1943. Manstein avait reçu le bâton de maréchal en juillet 1942 après la conquête de Sébastopol. Il était, selon l'avis unanime de ses amis comme de ses ennemis, le commandant opérationnel stratégique le plus talentueux produit par le haut commandement allemand. Sa capacité à manœuvrer avec des forces inférieures en nombre, à créer des réserves à partir de rien et à les engager au moment exact en faisait le choix évident pour contenir le désastre soviétique. Dans l'histoire réelle, il reçut le commandement du groupe d'armées Don le 20 novembre 1942, au moment précis où l'encerclement de Stalingrad se refermait.
Avec une poignée de divisions épuisées et la 4e armée blindée du général Hermann Hoth comme principal instrument, il tenta l'opération Tempête d'hiver, une attaque de secours depuis Kotelnikovo vers le nord, en direction de la poche de Stalingrad. Il arriva à moins de 50 km du périmètre avant d'être arrêté par le 2e corps de la garde de Malinovski. Lorsque cette tentative échoua, Manstein réalisa quelque chose d'aussi brillant, une retraite ordonnée qui préserva le groupe d'armée A du piège dans le Caucase, tandis que les Soviétiques tentaient de lui couper la retraite par Rostov. Puis, en février-mars 1943, après que les Soviétiques eurent excessivement étiré leur ligne en poursuivant ce qu'ils croyaient être une armée en déroute, Manstein lança une contre-attaque dévastatrice, reprit Kharkov et stabilisa le front. Cette contre-attaque fut possible parce que les Soviétiques commirent exactement l'erreur que Manstein avait prévue, avancer trop rapidement, sans sécuriser leurs flancs, confiants dans leur supériorité. Dans le scénario alternatif, sans le Kessel de Stalingrad, Manstein aurait disposé de davantage de force pour cette manœuvre contre-offensive. La 6e armée, ou ce qu'il en restait, aurait constitué une partie de la masse de manœuvre au lieu d'être une perte définitive. La contre-offensive du printemps 1943 aurait pu être plus profonde, plus large et plus durable. Mais seulement jusqu'à un certain point, car l'opération Citadelle de juillet 1943, la tentative allemande d'éliminer le saillant de Koursk, échoua non pas par manque de compétences tactiques, mais pour une raison à laquelle aucune histoire alternative ne peut apporter de solution. Les Soviétiques connaissaient à l'avance les plans allemands grâce à leur réseau de renseignement, et ils avaient construit un système défensif de plus de 300 km de profondeur, composé de champs de mines, de positions anti-chars en profondeur et de réserves blindées disponibles au moment opportun. Même avec la 6e armée intacte, Koursk se serait terminé de la même manière. Le mirage de l'Apex négocié. Existait-il une issue politique? Après Stalingrad, plusieurs hauts responsables militaires allemands, Zeitzler, le secrétaire d'État et conseiller de légation Peter Kleist, ainsi que certains diplomates de l'Auswärtige Amt, ministère allemand des Affaires étrangères, commencèrent à explorer secrètement la possibilité d'une paix négociée avec l'Union soviétique. La logique était simple. Si un armistice pouvait être conclu à l'Est avant que la supériorité des alliés occidentaux ne devienne écrasante, l'Allemagne aurait au moins la possibilité de survivre en tant qu'État. Mais ces tentatives se heurtèrent à 2 obstacles insurmontables. Le premier était Hitler. Une paix négociée avec l'Union soviétique aurait impliqué l'abandon des territoires conquis, la reconnaissance des frontières d'avant-guerre, peut-être davantage encore. Hitler était psychologiquement incapable d'envisager cette possibilité. Dans sa vision du monde, l'Union soviétique était l'ennemi racial et idéologique principal, et la guerre à l'Est était une guerre d'extermination et non une guerre classique de conquête territoriale. Une paix avec Staline constituait une contradiction dans les termes mêmes du nazisme. Le deuxième obstacle était Staline. Le dictateur soviétique savait que le temps jouait en sa faveur. Chaque mois qui passait, la supériorité de production soviétique sur celle de l'Allemagne s'accroissait. Chaque mois qui passait, le 2e front occidental qu'il réclamait devenait plus imminent. Pourquoi faire des concessions territoriales en 1943 alors qu'il pouvait tout récupérer en 1944 ou 1945 ? Une victoire allemande à Stalingrad aurait modifié le calcul de Staline à la marge, mais pas fondamentalement. Le dictateur soviétique était un négociateur au sang-froid qui cherchait toujours à obtenir la position la plus avantageuse avant d'ouvrir la bouche. En novembre 1942, cette position était attaquer, encercler, détruire. Dans un monde où Stalingrad serait tombé et où l'opération Uranus aurait obtenu des résultats plus modestes, Staline aurait pu envisager brièvement la possibilité d'un cessez-le-feu qui aurait préservé les territoires soviétiques à l'est du Dniepr. Mais pour que cela se produise, il aurait fallu qu'un interlocuteur disposé à négocier existe à Berlin. Et à Berlin, cet interlocuteur n'existait pas. Le compte définitif. Pourquoi l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre, même si elle avait remporté Stalingrad?
Il existe une phrase qui apparaît sous différentes variantes dans les écrits de plusieurs généraux allemands ayant survécu à la guerre. Nous avons gagné toutes les batailles et perdu la guerre. C'est une formulation qui contient davantage de vérité que ses auteurs ne le pensaient probablement, mais aussi davantage d'auto-illusion. L'Allemagne n'a pas gagné toutes les batailles. Elle a perdu Moscou en décembre 1941. Elle a perdu la tentative de couper l'approvisionnement britannique en Méditerranée. Elle a perdu la bataille d'Angleterre. Mais il y a une part de vérité au cœur de cette phrase. Jusqu'en 1943, la Wehrmacht était la force terrestre la plus efficace du monde en termes tactiques et opérationnels. Ses officiers d'état-major étaient mieux formés. Ses communications sur le champ de bataille étaient plus fluides. Sa doctrine de commandement décentralisé, l'Auftragstaktik ou tactique de mission, permettait une rapidité de décision que le commandement soviétique centralisé ne put jamais totalement égaler. Mais l'efficacité tactique atteint une limite lorsque la disproportion des ressources est suffisamment importante. Et cette disproportion était déjà, à l'automne 1942, structurellement insurmontable pour l'Allemagne. L'économie de guerre allemande produisit en 1942 4 759 chars. L'économie soviétique en produisit 24 400, non pas sur 2 ou 3 fronts différents, sur le même front. Le groupe d'armées sud disposait de 2 armées blindées, comptant au total moins de 1000 chars opérationnels lorsque l'opération Uranus commença. Les 3 fronts soviétiques en possédaient 1550. Ces chiffres ne reflètent pas une incompétence allemande. Ils reflètent la conséquence d'une décision stratégique fondamentale prise par Hitler depuis le début de la guerre. L'Allemagne ne mobiliserait pas complètement son économie pour une guerre totale avant d'être certaine de pouvoir la gagner. C'était une logique circulaire qui l'empêcha de construire la base matérielle nécessaire à la victoire. Les usines soviétiques avaient été transférées à l'est de l'Oural à l'automne 1941, au prix d'un coût humain terrible, avec des ouvriers travaillant sur un sol gelé par des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés. Mais elles produisaient. Les usines allemandes, jusqu'en 1943, fonctionnaient encore selon des conditions de temps de paix, avec une semaine de travail standard et sans le second roulement d'équipe que l'urgence militaire aurait exigé. Albert Speer, ministre allemand de l'armement depuis février 1942, souligna précisément ce point dans ses mémoires. Et il reconnut que lorsque la mobilisation totale de l'économie allemande commença enfin, il était déjà trop tard. Les hommes qui auraient survécu. Il existe une dimension de toute histoire alternative que les analyses géopolitiques ont tendance à oublier, les êtres humains. Si la 6e armée allemande avait réussi à se retirer en novembre 1942, au lieu de rester encerclée, 250 000 hommes ne seraient pas morts de faim, de froid et de maladie dans le Kessel ou dans les camps de prisonniers soviétiques. Des soldats qui avaient commencé la guerre en 1939 comme de jeunes hommes de 20 ans, qui étaient passés par la Pologne, la France, les Balkans et le front de l'Est, auraient eu une chance de survivre. Sur les 250 000 hommes enfermés dans le Kessel, environ 91 000 se rendirent le 2 février 1943. Parmi ces 91 000 hommes, environ 5 000 retournèrent finalement en Allemagne. Les autres moururent en captivité, principalement à cause des maladies, de l'épuisement et de la malnutrition. Le maréchal Friedrich Paulus, que Hitler avait promu la veille de sa reddition afin qu'il ne se rende pas, aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu auparavant, vécut jusqu'en 1957 en République démocratique allemande. Le général d'artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach, qui avait commandé le 50e corps d'armée et qui devint l'un des fondateurs du Comité national pour une Allemagne libre, l'organisation d'officiers allemands prisonniers qui collaboraient avec les soviétiques, retourna en Allemagne de l'Ouest en 1955. Il avait passé 12 ans dans les camps. Si Stalingrad avait connu une issue différente, ces hommes auraient continué à servir sur le front. Certains seraient morts malgré tout, à Koursk, lors de la retraite vers le Dniepr, ou en Normandie si la 4e armée allemande avait réussi à se déplacer vers l'Ouest. Mais ils auraient eu une chance que le Kessel leur a refusée.
Le bilan final, le point de non-retour qui n'était pas Stalingrad. Après toute cette analyse, il faut répondre directement à la question. Le résultat de la Seconde Guerre mondiale aurait-il changé si l'Allemagne avait remporté la bataille de Stalingrad? La réponse honnête est probablement pas le résultat final, mais oui en ce qui concerne la durée et le coût de la guerre. Le point de non-retour pour l'Allemagne ne fut pas Stalingrad. Ce fut décembre 1941, lorsque Hitler déclara la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, 4 jours après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Il prit la décision qui rendit impossible la victoire allemande. À ce moment-là, l'Allemagne, avec une économie de guerre seulement partiellement mobilisée, une armée épuisée devant Moscou et une marine incapable de dominer l'Atlantique, affrontait simultanément l'Union soviétique, l'Empire britannique et la première puissance industrielle mondiale. Aucune victoire à Stalingrad n'aurait pu inverser ce calcul. Ce que Stalingrad fit en revanche fut d'accélérer la résolution du conflit. Elle démontra au monde, y compris aux Allemands eux-mêmes, que la Blitzkrieg avait des limites. Elle détruisit le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht. Et elle consolida la coalition alliée à un moment où celle-ci aurait pu commencer à vaciller. Une victoire allemande aurait prolongé la guerre, peut-être jusqu'en 1946 ou 1947. Elle aurait signifié davantage de morts, davantage de destruction et davantage de souffrance sur tous les continents. La bombe atomique que les États-Unis développaient alors dans le cadre du projet Manhattan aurait de toute façon vu le jour. La question aurait été de savoir qui tomberait le premier. Mais il s'agit là d'une chaîne de spéculation qui possède ses propres limites. Ce que l'analyse historique rigoureuse nous permet d'affirmer avec confiance est ceci. Les facteurs qui déterminèrent l'issue de la Seconde Guerre mondiale étaient, à l'automne 1942, plus importants que n'importe quelle bataille individuelle. La différence de production industrielle, l'ampleur de la coalition alliée, l'incapacité allemande à garantir les ressources nécessaires pour soutenir la guerre, tout cela était déjà en marche, indépendamment de ce qui aurait pu se passer à Stalingrad. Que Stalingrad a vraiment changé, et pourquoi cela compte? La bataille de Stalingrad dura 199 jours, depuis le premier bombardement massif du 23 août 1942 jusqu'à la reddition finale du maréchal Paulus le 2 février 1943. Durant cette période, selon les estimations les plus largement acceptées par les historiens, entre 750 000 et 1,5 million de personnes de tous les camps périrent, y compris des civils soviétiques. Ce fut la bataille la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité jusqu'à cette époque. Mais son importance ne fut pas seulement militaire, elle fut politique, psychologique et morale. À Berlin, le 3 février 1943, les haut-parleurs diffusèrent pour la première fois pendant la guerre l'andante de la 5e symphonie de Beethoven, le motif funèbre que le régime réservait au moment de catastrophe nationale. 3 jours de deuil officiel. Les drapeaux en berne, les théâtres fermés. Pour la première fois, le peuple allemand entendit de ses propres dirigeants que la guerre avait été perdue quelque part. Non pas que la guerre entière avait été perdue, mais que quelque chose de grand avait été perdu, quelque chose qui ne pourrait pas être récupéré. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, prononça le 18 février 1943 son célèbre discours au Palais des Sports de Berlin, demandant si l'Allemagne voulait la guerre totale. La foule rugit que oui. Mais ce rugissement portait désormais l'écho de celui qui soupçonne déjà qu'il se trouve du mauvais côté de l'histoire. À Moscou, l'armée rouge avait démontré qu'elle était capable de planifier et d'exécuter une opération d'encerclement stratégique qui détruisit toute une armée allemande de campagne. Ce n'était pas ce que quiconque attendait en juin 1941, c'était quelque chose de nouveau. À Washington et à Londres, le moral s'envola. Le concept d'une Allemagne invincible qui avait dominé le débat politique occidental depuis la chute de la France en juin 1940 commença à s'effondrer. Elle pouvait être vaincue. Il suffisait seulement de disposer de la volonté, des ressources et du temps nécessaires. Et c'est finalement ce que Stalingrad changea, ce qu'aucune victoire allemande alternative n'aurait pu maintenir indéfiniment, la perception de ce qui était possible. Les perceptions déplacent les armées, elles déplacent les nations. Elle déplace l'histoire.
Le Kessel de Stalingrad, avec ses 91 000 prisonniers affamés et gelés, qui sortirent des ruines le 2 février 1943, fut visible aux yeux du monde entier. Les images et les récits atteignirent tous les continents, et leur message était le suivant. Le Troisième Reich n'est pas invincible. Son armée peut être encerclée. Ses généraux peuvent se rendre. Une victoire allemande aurait dissimulé cette vérité pendant plus longtemps, mais pas indéfiniment, car la vérité, dans l'histoire, finit tôt ou tard par réclamer sa propre dette.